Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes fêtes malgré la situation quelque peu chelou à laquelle nous faisons face depuis déjà quelques temps. Ce soir, je vous propose un petit format un peu différent sous forme de commentaires de séquences qui me tiennent particulièrement à cœur. De fait, on va revenir sur des films dont on a déjà parlé sur la chaîne, mais vraiment à l'échelle d'une séquence, et qui sont des séquences qui, pour moi, m'ont marqué énormément et ont construit dans une certaine mesure ma cinéphilie. Alors on va faire ça en live si je puis dire, puisque je vais regarder la séquence. C'est pas du live parce que évidemment vous n'êtes pas avec moi et je le fais pas en temps réel, mais je vais m'efforcer en tout cas de le faire en temps réel en regardant la séquence et en distillant des informations, des éléments d'analyse, des éléments de commentaires qui, j'espère, vous plairont. Je vais donc commencer par un film dont on a déjà parlé sur la chaîne et qui est pour moi encore une fois fondateur de ma cinéphilie, qui est nécessaire encore une fois à mon évolution dans l'appréciation du cinéma. C'est Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper. Je rajouterai au passage le lien dans la description puisque j'en ai fait une analyse par des biais un petit peu détournés sur la chaîne en tout début d'année, donc vous irez voir si ça vous intéresse. Je veux juste prendre deux petites choses qui me semblent importantes. Première chose, Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, donc sorti en 1974, n'est pas un film gore. Il est évident que bien sûr, si tu découpes ton pote à la tronçonneuse, tu vas en foutre partout. Sauf que dans Massacre à la tronçonneuse, on va beaucoup plus travailler l'ambiance qui est sordide, malsaine, dérangeante, mais pour autant, la majorité de la violence va être reléguée hors champ. On va le voir en partie dans cette séquence-là, même si évidemment, c'est peut-être ici la séquence la plus graphique du film. Évidemment, Massacre à la tronçonneuse 2 de Tobe Hooper, également sorti en 1986 sous la houlette de la Cannon, est un film pour le coup beaucoup plus gore, beaucoup plus graphique, dans la mesure où Tobe Hooper s'est amusé justement à travailler de manière complètement antithétique, en prenant un ton beaucoup plus caustique, là où le premier est un film très sérieux, en travaillant une sorte de débordement de gore de grand guignol, là où le premier justement était, si vous voulez, très chaste du point de vue graphique encore une fois. Le film est à mon avis beaucoup plus dérangeant, beaucoup plus malsain, beaucoup plus glauque, beaucoup plus sordide que n'est Massacre à la tronçonneuse, premier du nom. Deuxième chose qui me semble importante, Massacre à la tronçonneuse n'est pas un slasher, mais c'est avant tout un survival. C'est un film qui est bien plus dans la lignée du Délivrance de John Borman, qui est au passage sorti 2 ans plus tôt, donc en 1972, que du futur Halloween de Carpenter, ou que du Voyeur de Michael Powell, que de Psychose d'Alfred Hitchcock, ou encore du Black Christmas de Bob Clark. Quand bien même, évidemment, il y a du référentiel à Psychose, évidemment. Mais c'est beaucoup plus un film qui s'intéresse à un groupe de citadins qui se retrouvent confrontés à une sorte d'état de nature, à un retour à l'état de nature, et en cela, on y verra tout à l'heure, c'est un anti-western, si vous voulez, Massacre à la tronçonneuse, qu'un pur slasher tel que Carpenter le théorisera en 1978 avec Halloween. Alors, la séquence qui nous intéresse prend place à la fin du premier acte. On suit un groupe de jeunes qui roulent en minivan au cœur des États-Unis, qui vont se retrouver confrontés dans un premier temps à un autostoppeur très étrange avec des comportements relativement malsains dont ils vont se débarrasser. Ils maîtrisent à proprement parler à ce moment-là la situation en le jetant hors de leur minivan, mais quelques temps plus tard ils vont se retrouver malheureusement en panne d'essence et ils vont devoir aller chercher de l'aide dans les rares habitations environnantes. Donc ils vont se séparer, ce qui est un archétype du cinéma d'horreur, mais là encore une fois il n'y a rien d'horrifique à proprement parler. Ils contrôlent la situation malgré la frayeur qu'ils ont avec l'autostoppeur et donc ils se permettent de se séparer. Il fait plein jour et c'est très important puisque Massacre à la tronçonneuse est un film qui se déroule intégralement de jour. C'est quand même assez inédit dans le cinéma d'horreur. Il est à l'extérieur des studios, c'est important, tout est tourné en décor naturel, ce qui ne sera pas le cas avant pour le coup, et les films d'horreur vont sortir justement à l'extérieur des studios dans la foulée de Massacre à la tronçonneuse. Et donc là pour le coup on va découvrir cette campagne américaine, cette campagne texane qui est fondamentalement laissée pour compte. Alors ce qui est très important, je prends cette idée-là, vous avez dans cette contre-plongée sur le soleil qui est écrasant, on le revoit à plein de moments du film, c'est très important ça. Si vous voulez, Tobe Hooper malmène la pellicule en jouant sur la surexposition, sur la sous-exposition à certains moments quand il y a des passages de nuit, mais c'est relativement rare. Et si vous voulez, là, vous avez des contre-jours continuellement, c'est-à-dire, encore une fois, on joue sur cette fragilité, cette apparente fragilité, ce côté documentaire, ce côté pris sur le vif, vous voyez, ces plans fixes sur des territoires à l'abandon, on a quelque chose de post-apocalyptique là-dedans, on est vraiment dans un film post-apo dans une certaine mesure, pas une apocalypse sans sous-entendu, mais une apocalypse industrielle, une apocalypse politique, on est dans un territoire qui a subi de plein fouet justement le fait d'être laissé de côté, et
la faune locale, hein, les habitants qui sont ici, sont de fait laissés pour compte et deviennent monstrueux. C'est-à-dire que ce sont des monstres, encore une fois, des monstres qui sont produits par la société. Ils ne viennent pas du passé, mais ils sont le résultat de la société. Donc c'est très intéressant, c'est tous ces paysages désolés qui ramènent également au western, puisque Massacre entre je le disais tout à l'heure, est un anti-western, dans la mesure où le western c'est la conquête des espaces, je vais mettre entre guillemets un sauvage pour y amener l'état social. Massacre à la tronçonneuse vous ramène en fait à l'état de nature, dans un territoire qui justement a été complètement laissé de côté par la civilisation, duquel va émerger l'abject, qui est de l'ordre du côté animal de l'homme, mais également toutes les perversions, les abjections, ce qui est de l'ordre du sain, du pulsionnel de l'homme. Et on reviendra un petit peu plus tard lorsque Leatherface va apparaître. Alors ce qui est intéressant, c'est que Tobe Hooper prend le temps, vous avez vu, c'est filmé très souvent caméra à l'épaule, le cadre est fragile, justement pour donner ce côté pris sur le vif. Ça, je trouve ça très important. Ce côté, encore une fois, quasiment documentaire. Le grain est sale. Tout ça ramène à quelque chose de la réalité. Parce que quand l'horreur va jaillir, elle va ramener à votre propre réalité, dans les années 70 pour le coup ici, et justement elle va paraître bien plus réelle. Dès lors, on découvre cette maison qui est un personnage à part entière. Vous avez vu ce travelling latéral très léger qui permet la découverte, encore une fois, de cet édifice. Alors si vous voulez, ça fait un peu galvaudé de dire que la maison est un personnage à part entière, mais c'est totalement ça si vous voulez, parce que là, elle va avoir un rôle prépondérant. Elle est l'antre dans laquelle, si vous voulez, le mal est en train de rôder, se taire pour le coup, jusqu'à ce qu'il jaillisse à un moment donné. Et c'est ça qui la rend, encore une fois, il y a quelque chose du personnage à part entière. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va découvrir une émergence de l'inquiétante étrangeté, encore une fois, à l'image de cette dent que va trouver justement le petit ami de ce couple, et qui ramène à l'oreille coupée qu'on trouve dans Blue Velvet, puisque cette maison finalement, elle est certes à l'abandon, elle semble certes complètement écartée de la civilisation, elle est étrange parce que justement, ce qui va ressortir de ça, c'est que cette maison, elle fait finalement relativement impropre sur elle dans ce territoire complètement abandonné. Et ça qui crée l'inquiétante étrangeté, encore une fois. Et là, on en découvre l'intérieur. Alors, indéniablement ici, l'intérieur que vous allez découvrir ramène également aux psychoses d'Alfred Hitchcock. Vous allez voir la manière dont elle est filmée, la manière dont elle est structurée à l'intérieur. C'est indéniable, encore une fois, qu'il y a une référence à Psychose. D'ailleurs, le personnage de Norman Bates, on pourrait trouver des éléments assez similaires au personnage de Leatherface. On a quelque chose au passage du Home Invasion inversé ici aussi, puisque Leatherface a peur. Et ça, je trouve ça très intéressant. Il a peur de ces gens qui rentrent chez lui. Vous êtes du côté des intrus, et Leatherface a peur. Là, vous avez au passage cette séquence très intéressante également avec un cadre dans le cadre. Ça, je trouve ça très important. Vous avez ce cadre à peu près normal et cette inquiétante étrangeté au fond, cette pièce rouge aussi qui ramène au danger, indéniablement aussi. Bon, c'est relativement simple et galvaudé encore une fois, mais c'est tout simplement ça. Vous avez cette fenêtre sur sur cet état pulsionnel et sur le monstre de fait qui va jaillir de cette civilisation. Et là, vous avez ce meurtre qui est très brutal, qui est très direct, qui est tourné plutôt en plan large, avec au passage cette contre-plongée sur les effets qui le rend tout de suite iconique, évidemment. Ce plan qui est semi-subjectif, avec ces quelques traces de sang très rares. Vous voyez, c'est intéressant, la violence n'est jamais traitée en insert dans Massacre à la tronçonneuse. Et vous avez donc Leatherface qui ferme cette porte de manière extrêmement brutale et qui cut, si vous voulez, c'est ça qui met fin à la séquence de manière définitive avec ce bruit très fort, très puissant qui ferme et qui clôt la séquence. Première apparition extrêmement impressionnante de Leatherface par cette contre-plongée, encore une fois, avec ce plan semi-subjectif. On est à la place du personnage qui voit ce maillet se lever sur lui avant de le frapper. Encore une fois, pas d'insert, on prend plutôt un plan large au moment où le meurtre est perpétré pour justement lui donner toute sa puissance. L'insert amène la question du montage, l'insert amène l'illusion du montage. Quand je travaille sur un plan d'ensemble, plus difficile de truquer, si je puis dire. Donc, on prend la violence de manière beaucoup plus naturelle, beaucoup plus impactante, beaucoup plus directe.